Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore avec nous dans le programme du soir. Nous sommes sur New World Info. On commence avec le décryptage de l'actualité et nous allons évoquer l'actualité sur le G5 Sahel, des problèmes d'équipement et de QG. Est-ce une force qui manque de tout? C'est la question qu'on pose à Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le constat du chef de la force anti-djihadiste G5 Sahel, le général mauritanien Assena Ould Sidi, a déploré lundi le manque d'équipement et l'absence de nouveau quartier général après l'attaque qui a frappé fin juin, celui de Sévaré dans le centre du Mali. Ce sont des équipements qui me manquent et le poste de commandement de la force. On n'a pas de quartier général et les équipements tardent à venir, a-t-il déclaré à l'issue d'une rencontre avec le ministre français. La ministre française des Armées, Florence Parly, et son homologue allemande de la Défense, Ursula von der Leyen. Mamadou Diouf, clairement là, c'est un aveu d'impuissance. En tout cas, c'est dangereux. C'est dangereux que le commandant du G5 Sahel se lève pour dire que les moyens dont on a besoin ne sont pas disponibles. Et ce qui est le plus inexplicable, c'est qu'ils nous disent qu'il n'a pas de poste de commandement. Oui. Parce que comme on le sait, l'armée, c'est également de la stratégie. Les gens ont besoin d'avoir un endroit où ils sont assis en train de concocter des plans, aussi bien pour aller attaquer les groupes armés que des plans également pour pouvoir éviter les attentats que ces groupes armés sont en train de poser. Maintenant, s'il n'y a pas de poste de commandement, qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau du G5? Est-ce que le G5 est en vacances? Parce que c'est la question qu'il faut se poser, au point qu'ils le disent comme ça. Et on le dit, le public l'entend, mais les groupes armés également l'entendent. Est-ce qu'ils ne vont pas en profiter pour dire que ces gens-là ne sont pas prêts, c'est peut-être le moment de taper encore, alors qu'ils l'ont déjà fait dans des conditions qui restent encore une équation. Comment on a pu laisser ces groupes venir faire un attentat au niveau du quartier général à Sévaré, alors que tout le monde savait que c'était là-bas le poste de commandement? On n'a pas encore suffisamment répondu, à mon avis, à cette question. Et on ne nous a pas expliqué également pourquoi quitter Sévaré pour aller à Bamako. Pour moi, il y a des interrogations qui sont encore là. Quand on remonte en amont, est-ce que les 5 pays-là qui forment le G5 Sahel étaient prêts financièrement, militairement à créer cette force? Les 5 pays n'étaient pas prêts pour créer cette force. Et bon, ils n'ont pas créé, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est une idée de François Hollande. Et c'est Le Drian, qui était à l'époque ministre de la Défense, qui est allé pour mettre en place cela. C'était intéressant pour nos pays, mais comme on le sait, c'est la France qui a mis en place le G5 Sahel pour être clair et simple. Nous, on a suivi. Et en suivant, la France pensait que les choses allaient être faciles. La France avait pris le chemin des Nations Unies pour que les Nations Unies prennent cela en charge. Et il y avait un blocage. Parce qu'on avait oublié qu'il y a déjà la MINUSMA qui est au Mali. Et la MINUSMA, c'est des casques bleus. C'est sous le drapeau des Nations Unies. Est-ce que les Nations Unies vont créer une deuxième force des Nations Unies à l'intérieur du Mali? Cela a posé problème. Et cela a fait que la France a dû se battre dans tous les sens pour pouvoir amener les pays, dans le cadre d'une coopération plutôt bilatérale, à participer au financement de ce groupe. Les autres pays n'étaient pas prêts parce que généralement, ce sont nos pays qui fournissent des hommes aux forces des Nations Unies, mais en retour, on leur fournit tout. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas y aller avec nos moyens militaires. On n'a pas les moyens financiers de prendre en charge les 5000 hommes qui doivent constituer ce G5 Sahel. Et c'est pourquoi la mise en place n'a cessé de tarder. Et aujourd'hui, on dit que l'argent s'est bouclé parce que le principe est là. Il y a des gens qui ont dit qu'ils vont donner, mais entre le moment où la personne décide « je vais donner » et le moment où on reçoit l'argent, il y a souvent un temps qui est là, qui s'écoule. Et c'est ça qui explique que le matériel, tout un ensemble de choses, n'est pas encore véritablement disponible pour que le G5 Sahel soit fonctionnel. En tout cas, ceux qui portent le projet du G5 Sahel ont tout fait pour le porter au chapitre 7 des Nations Unies pour bénéficier d'un financement permanent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est parce que les Nations Unies ne jugent pas la nécessité d'ouvrir un autre front ou ne croient pas véritablement à l'efficacité de ce groupe dans cette lutte-là?
Moi, je me dis qu'on a voulu faire jouer aux Nations Unies deux rôles dans le même espace. Il y a la MINUSMA qui est là. Il est clair que la MINUSMA, c'est les Nations Unies. Est-ce que les Nations Unies peuvent créer une force encore à côté? Le moment est également difficile parce qu'il y a tout un débat actuellement sur les forces des Nations Unies de façon générale, que ce soit des forces de maintien de l'ordre ou pas. On voit le débat en RDC, on voit le débat au niveau de la Centrafrique, on voit le débat un peu partout, où les gens demandent, même la dernière rencontre qui s'est tenue au Sénégal, le président sénégalais était en train de remettre un peu en cause l'efficacité pour dire qu'il faut revoir ce que l'on fait avec ces forces des Nations Unies. Mais en ce moment, créer une autre force qui va être une force parallèle par rapport à une force des Nations Unies présente sur le terrain, je ne suis pas militaire, mais je me dis que stratégiquement, il vaut mieux avoir toutes ces forces sous le même commandement que d'avoir des forces des Nations Unies sous deux commandements différents, rien que parce que ceux-là regroupent 5 pays de façon particulière, alors que quand on regarde bien, même ces 5 pays ont déjà des soldats, parfois au niveau de la MINUSMA. Mais comment on va appeler ces deux commandements? J'avoue que sur le plan militaire, c'est quelque chose qui me paraît un peu extraordinaire. C'est la France qui peut-être voulait jouer son rôle important à l'échelle internationale, montrer que c'est un pays qui est capable d'agir sur ces questions militaires au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et il ne faut pas oublier que sur le plan international, au niveau de la géopolitique, il y a des gens qui ne veulent pas laisser la France occuper une certaine place. Certainement, ces gens n'ont pas manqué de mettre des bâtons dans les roues de la France pour que ça ne réussisse pas. Alors, on n'oublie pas que le général mauritanien Ould Sidi tient ce discours devant la ministre française des Armées. C'est une manière de solliciter l'appui de la France en termes financiers, en termes d'équipement? Bien sûr. C'est une façon de dire aux deux ministres qui étaient là-bas, vous avez des armées, il nous faut du matériel. Il a parlé de blindés, il y en a dans ces armées. Il a parlé également d'équipements contre les attentats, les engins explosifs, puisque c'est dans cela qu'aujourd'hui, les soldats qui sont allés pour défendre le Mali payent le plus fort prix. Mais ces deux pays en ont. À défaut de pouvoir régler le problème à travers le G5 en attendant les financements, la France peut directement envoyer des blindés, l'Allemagne également peut directement envoyer des blindés. Je me dis que c'est un appel du pied pour demander à ces deux ministres qui étaient sur place si leur pays peut faire quelque chose, de le faire pour leur permettre au moins, même s'ils ne peuvent pas être opérationnels à 100%, de l'être à un pourcentage assez considérable parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, G5 Sahel, France, parce que la France également est présente, MINUSMA, et malgré tout, on voit autant d'attentats sur le territoire malien. On se pose des questions avec tous ces hommes, avec tout ce matériel. Si les djihadistes parviennent à continuer à semer le trouble, on a en droit de se poser la question sur l'efficacité de cette présence militaire sur le sol malien. Et en même temps, on a aussi du mal à comprendre que 5 pays, le Mali, la Mauritanie, le Burkina, le Niger, le Tchad, n'aient pas les moyens de commander du matériel militaire. Ils ne peuvent pas, hein, objectivement. Quand on regarde les pays, leur budget fait combien? Très peu de nos pays ont 4 000 milliards de francs CFA comme budget. Sur ce budget, quel est le pourcentage consacré déjà à l'armée à l'échelle nationale? Alors qu'ici, on est dans une guerre. Dans une guerre, comme on le dit, le nerf de la guerre, c'est le budget. Ils ont déjà accepté de faire un effort, comme l'a toujours répété le président nigérien. Ils ont déjà accepté de faire un effort sur leur propre budget pour permettre au G5 d'être ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent faire ce pas supplémentaire quand il s'agit d'achat du matériel militaire, alors que tout le monde sait que l'armement coûte excessivement cher? Ces pays ne sont pas en mesure tout seuls, non seulement de le faire, mais il ne faut pas oublier qu'ils partent vers une guerre qui finira quand? Ils auraient pu faire le sacrifice si c'était une seule année. Mais on ne sait pas où ça va aller. Et c'est pourquoi on veut faire appel à l'article 7 dont vous parlez, parce que si vous commencez la guerre, vous financez pour une année, vous prenez le dessus, l'année suivante, vous n'avez plus de financement, mais vous allez laisser vos adversaires reprendre le dessus. Et ces pays, il faut le dire objectivement, ne sont pas en mesure de prendre en charge ce financement chaque année sur les budgets qu'ils ont, parce que dans leur propre pays, chacun a un ensemble de priorités qui sont là, qu'on ne parvient pas à satisfaire au niveau du pays lui-même. Est-ce qu'on peut parler maintenant d'un G5 Sahel véritablement opérationnel? Actuellement, non.
Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de poste de commandement, je ne vois pas où est-ce qu'on est opérationnel. Ils ont même donné un argument qui fait sourire. Ils disent qu'ils ont arrêté leur opération à cause de la saison des pluies. Si la saison des pluies se termine, ils vont reprendre. Ça veut dire que leurs adversaires également sont en train de dormir à cause de la saison des pluies. Non, ça ne tient pas la route. La vérité, c'est que ces pays, à un certain moment, ont cru que puisque c'était pertinent de venir en soutien, pas seulement au Mali, mais d'essayer de stabiliser la zone Sahel par rapport à cette question du terrorisme, ils s'attendaient certainement à ce que les gens suivent immédiatement. Et les gens n'ont pas véritablement suivi. Et cela fait qu'ils ont donné dès le départ ce qu'ils pouvaient, mais ils se sont rapidement essoufflés. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'un G5 Sahel opérationnel. Pour moi, on pourrait parler d'un G5 Sahel opérationnel au niveau du Mali si par leur intervention, le nombre d'attentats diminuait, qu'on poussait les extrémistes jusque dans leur dernier retranchement, qu'on les voit aller occuper ces espaces, parce que tout le monde le sait, une partie du territoire malien est aujourd'hui occupée par ces groupes armés. Si on les voit récupérer ces territoires, on pourra dire que le G5 Sahel est fonctionnel. Mais comment on explique aussi qu'on déménage le siège de Sévaré à Bamako? Bamako, c'est vrai qu'il y a eu quelques attentats, mais c'est relativement épargné. En tout cas, je ne suis pas un militaire, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que je suis personnellement passé devant Sévaré. Je suis passé devant le quartier général parce que j'allais à Moukti, j'allais à Djéné. Je suis passé devant le quartier général. À Sévaré, nous sommes, il ne faut pas qu'on oublie, à l'endroit où l'armée française est venue arrêter les groupes armés. À Sévaré, nous sommes dans la zone centre du Mali, qui aujourd'hui est la zone où il y a le plus d'attentats. À Sévaré, nous sommes sur le chemin qui va au nord, où il y a autant le problème de ces groupes armés qui se disent islamistes que la question Touareg. Mais je ne suis pas militaire, mais je me dis que à Sévaré, ils sont plus proches des théâtres d'opération qu'au niveau de Bamako, qui est pratiquement au niveau de la partie sud du pays, où même s'il y a eu des attentats, on n'a pas vu de concentration de ces forces dites djihadistes au niveau du sud. Tout le monde sait qu'ils se sont dispersés au niveau de la partie centre et au niveau de la partie nord. Donc, à mon avis, sans être un spécialiste de la question, Sévaré, qui avait été choisi, est bel et bien l'endroit où doit se trouver le poste de commandement. Une fois encore, qui avait choisi? C'est bien les militaires. Je me dis qu'il y avait un choix stratégique qui avait été fait. Moi, quand je passais par Sévaré, mais il y avait tout un branle-bas de construction de bâtiments. On voyait nettement les gens s'apprêter à recevoir 5000 personnes avec armes et bagages. Tout ce qui a été investi là-bas, on fait quoi? Est-ce qu'on va le décaler pour le ramener à Bamako alors qu'on dit qu'il n'y a pas suffisamment de moyens? Il y a un problème stratégique ici. Pourquoi changer le poste de commandement pour l'amener à Bamako? Je ne suis pas militaire, mais je ne suis pas convaincu. Un G5 Sahel mort-né, c'est ce qu'on peut dire? Mort-né, non. Qui est peut-être né avec un certain nombre de difficultés et qui a besoin d'être secoué un peu pour pouvoir jouer son rôle. Parce que quand on regarde les présidents qui sont concernés, chacun d'entre eux a montré la détermination qu'il faut. Les gens ont accepté de donner les troupes, les gens ont accepté de donner le peu de matériel qu'ils ont, mais le projet est grand. Imaginez quand vous regroupez 5000 militaires quelque part, vous les logez où? Vous les nourrissez avec quoi? Quels moyens de déplacement? Qui paye le carburant? Mais faites rapidement le calcul, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas une petite opération qui avait été prévue. Maintenant, ils s'attendaient peut-être à ce que cela soit financé très facilement et c'est le financement qui n'a pas suivi aussi rapidement que prévu. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer la pause et après on va recevoir l'invité de cette soirée.